Ça y est, c'est parti, on se retrouve pour le dernier épisode de cette première partie de saison 4, puisqu'on aura la deuxième partie, c'est-à-dire les épisodes 8 et 9, le 1er juillet. Donc nous sommes le 30 juin aujourd'hui. Dans un mois, on aura les deux derniers épisodes de cette quatrième et avant-dernière saison, et puis ensuite, probablement l'année prochaine, il ne faudra pas attendre trop longtemps, on aura la dernière saison, saison 5 de Stranger Things, qui conclura toute l'intrigue qui a été soulevée depuis la première saison. Alors, comme je vous avais dit, il fallait que je fasse une vidéo entièrement dédiée à cet épisode 7, qui pour moi n'a pas de défaut. Contrairement aux 6 premiers où pour certains il y avait des gros défauts, d'autres des petits défauts, bon, ça reste quand même un plaisir hein, cette saison, on va pas se leurrer, hein, c'est malgré les lenteurs qu'il peut y avoir, c'est quand même un kiff. Mais cet épisode 7, il est tellement supérieur aux autres, et surtout, il est supérieur à tout ce qui s'est fait en matière de séries SF fantastique, horreur, et il a de très grosses leçons à donner à tous les films de super-héros qu'on a vus de ces dernières années. Bon, alors bien évidemment Marvel la phase 4, bien évidemment tous les DC Comics à l'exception de Snyder, mais il est très bien au-dessus. Et en même temps, la durée, c'est la durée d'un film, puisque l'épisode dure 1h40. 1h40, si on enlève le générique, ça fait quand même plus d'1h35. Imaginez-vous, ça aurait pu sortir au cinéma. Et c'est bien évidemment, on comprend pourquoi, parce qu'ils ont mis le budget. Et quand on voit les effets spéciaux, ce qu'il y a dans cet épisode, c'est de la folie. Ils ont mis le budget, c'est la saison qui a coûté le plus cher de toute série Netflix confondue et de manière générale de toute série, parce que je crois qu'elle a dépassé les 300 millions de budget pour cette saison 4. C'est de la folie. Les prochains épisodes seront aussi longs, je crois même que le dernier épisode, l'épisode 9, durera plus de 2 heures. Ça, c'est des épisodes qui auraient pu sortir au cinéma. Alors bon, ça sort en série, c'est normal, on va pas les payer au cinéma alors qu'on paye déjà Netflix, pour ceux qui payent Netflix, mais voilà, c'est des épisodes qu'il faut considérer comme des films à part entière et qui contiennent énormément d'informations qui sont très condensées. Il y a beaucoup de choses. Ça peut amener à des théories interminables et je suis sûr qu'il y aura plein de youtubeurs qui vont faire des théories dessus et ça sera fort intéressant. Je regarderai ça avec plaisir. Mais là, je vais vous parler de l'épisode, de tout ce que j'ai aimé. Alors bien évidemment, ça va être aussi un résumé de l'épisode. C'est du 100% spoilers. Et je vais vous faire la liste, hein, j'ai noté pendant que je regardais, parce que j'ai regardé l'épisode 2 fois. Là, je termine, il est 9h, il est presque 10h du matin, je termine le deuxième visionnage de l'épisode. Et donc j'ai noté au fur et à mesure tout ce que j'avais aimé, tout ce à quoi ça m'a fait penser. Et puis il y a le dernier quart d'heure, où là, le dernier quart d'heure, c'est de la folie, mais je vais rentrer en détail, et je vais aussi rentrer en détail sur la musique, qui a une importance extrême dans cette séquence finale. Alors, la séquence impressionnante d'introduction, le combat avec les chauves-souris, c'est gore, c'est violent, c'est épique parce qu'on a les personnages qui se révèlent, notamment le personnage de Steve, Eddie, Robin, Nancy. L'alchimie entre les personnages est excellent. On a des décors infernaux. Vraiment, on a l'impression d'être au purgatoire. Et ça, c'est quelque chose qui va traîner tout au long de l'épisode, cette sensation d'être en enfer. Donc c'est exceptionnel au niveau visuel. Tout au long de l'épisode, on va tenter de nous induire en erreur sur toute l'histoire de Eleven. Moi je l'appelle pas 11, je l'appelle Eleven, je préfère. On va tenter de nous induire en erreur et de nous mettre le doute, de nous faire croire que le docteur Brenner est à la fois de son côté, et puis quand on est dans le rêve, ou plutôt dans les souvenirs de Eleven, le gardien qui va essayer de la libérer, il va tenter de lui faire comprendre que le docteur Brenner est mal intentionné. Et en tant que spectateur, on va pas savoir où se mettre, qui croire, qui ne pas croire, jusque dans la fin de l'épisode où là va nous être va nous être donné les révélations. Donc c'est pareil pour le massacre qu'on a eu en tout début d'épisode 1. L'implication de Eleven, est-ce que c'est elle qui a réellement réalisé le massacre? On ne sait pas, parce que même elle ne le sait pas. Et elle redoute de le savoir. C'est justement pour ça que ça a traîné en longueur tout au long des 6 épisodes précédents, parce que elle redoutait de connaître la vérité, et elle va aller jusqu'au bout.
On délaisse, ça c'est quelque chose qui a été très très bien pour cet épisode et heureusement, on délaisse le groupe de Mike, Will et Jonathan qui pour moi n'a eu aucun intérêt et n'a pas été du tout, vraiment n'a pas été du tout agréable à suivre cette saison. Déjà parce que les acteurs, j'ai pas aimé la manière dont ils ont de jouer et en plus pour moi il y avait rien à raconter si ce n'est l'épisode précédent, mais ça je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier quand ils sont allés voir la petite génie de l'informatique. Mais voilà, on laisse de côté, on les voit pas de tout l'épisode et on va se concentrer sur le meilleur, c'est-à-dire le groupe de Hawkins. Avec un humour bien senti, notamment de la part de Eddie et de Dustin. Eddie qui lance une petite vanne à Steve qui est torse nu après s'être fait blesser par les chauves-souris. Et qui Eddie c'est le métalleux, hein, c'est le chef du groupe Donjons et Dragons, du Hellfire Club, c'est-à-dire le mec qui joue les gros durs. Le mec un petit peu sulfureux, genre diabolique sur les bords, mais en fait il lui file un t-shirt à Steve en lui disant un petit peu de décence. Donc on voit qu'en fait le métalleux c'est le plus prude du groupe, celui qui a le plus de pudeur. Ça c'est de l'humour qui est bien senti, c'est de l'humour qui est bienvenu. Vous voyez, ça fait naturel, c'est pas forcé, c'est pas gênant, et ça fait plaisir. Marvel devrait s'en inspirer largement. Donc, plutôt que de nous faire des scènes claquées au sol avec un Thor à poil dans la bande-annonce de Thor Love and Thunder avec son sgeg flouté devant Zeus, pitoyable. Bref, le groupe de Hawkins, donc, oui, j'ai un petit coup de gueule sur Thor parce que ça commence à me saouler le MCU de plus en plus. Donc, je vous disais, un humour bien senti et la relation d'amitié ou plutôt de respect, d'admiration de Eddie vis-à-vis de Steve. J'ai beaucoup apprécié aussi que les personnages soient honnêtes sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils sont, notamment Eddie qui est honnête par rapport à sa jalousie de Steve, mais en même temps son admiration parce qu'il le considère comme un mec bien, tu vois, comme un modèle. Et, euh, et il lui dit aussi que Dustin a une admiration sans borne pour Steve, alors que Steve pensait que Dustin ne pouvait plus le supporter. Donc ce genre de choses, ça renforce le pouvoir de l'amitié. On a un nouveau venu dans la bande, parce que clairement, Eddie, donc le métalleux, c'est un nouveau perso de la bande qu'on verra probablement, enfin je sais pas encore, on va voir les 2 derniers épisodes, mais probablement que s'il survit à cette saison, on va le voir la saison suivante. Il est super intéressant et il a une personnalité distincte des autres. Tout comme Robin, on en apprend un petit peu plus encore sur elle, notamment sur ses phobies, qu'elle est hypocondriaque, qu'elle a peur de la rage, qu'elle a peur des tremblements de terre, elle a pas mal de failles, et puis bon, Maya Hawke, non seulement est très mignonne, mais elle joue extrêmement bien, je trouve qu'elle est fraîche, elle est naturelle, ce perso est génial. Toute considération LGBT mise à part, puisque c'est le personnage LGBT du groupe, mais c'est pas accentué, et ça fait très plaisir, on met pas l'accent dessus. En tout cas, il y a vraiment les personnages sont complémentaires, s'entendent bien, ça se voit à l'écran. De notre côté, on a l'intrigue de Hooper qui arrive à son terme. Hooper va enfin être délivré par Joyce et Bowman. Bowman, pareil, l'humour génial, l'humour de Bowman qui fait des grimaces, qui se fait passer pour Yuri. Bowman, il est excellent quand il parle russe, avec son accent, et puis son regard, ses yeux un petit peu, la folie dans son regard perché, mais qui y joue bien. Donc ça c'est génial. Et ce que j'ai particulièrement aimé tout au long de la saison, et alors pour le coup ça a bien été développé, même si ça a traîné un peu en longueur sur Yuri qui faisait du troc là avec son beurre de cacahuète, ça a traîné un petit peu en longueur, mais ce que j'ai énormément apprécié, c'est la relation entre Enzo, le gardien de prison, et Hooper. Enzo qui d'abord lui fait du chantage pour récupérer l'argent, puis ensuite se fait dénoncer et donc se retrouve du coup derrière les barreaux. Il se retrouve au même niveau que Hooper et les deux commencent à s'apprécier. Pourtant ils sont ennemis et on se remet dans le contexte, c'est les années 80, c'est la guerre froide, c'est les Russes communistes qui sont considérés comme les pires dangers au monde. Mais on sent que les deux ont énormément de points en commun. J'ai beaucoup apprécié leurs discussions sur leurs enfants. Enzo, donc c'est le nom du gardien de prison. Enzo qui parle de son fils Mikhail, adolescent, qui a sa crise d'adolescence. Il regrette de pas être un bon père aux yeux de son fils. Il essaye d'être un héros. Et pareil, Hooper qui essaye d'être un héros aux yeux de Eleven. Qui essaye de gérer un petit peu, mais en même temps, voilà, qui veut passer pour un héros et qui espère que sa fille adoptive donc
va trouver sa vraie personnalité, va réussir à grandir, à devenir une adulte épanouie. Et ils ont ça en commun les deux et on les voit s'entraider. Il faut savoir, pour ceux qui ne l'ont pas deviné, enfin ceux qui n'ont pas reconnu, mais je pense que vous l'avez reconnu si vous êtes fan de Game of Thrones, l'acteur qui fait Enzo, c'est Tom Vlachia, et Tom Vlachia, c'était Jaqen H'ghar, le chef des Sans-Visages dans Game of Thrones, qui entraînait Arya à devenir une Sans-Visage. Et j'adorais ce personnage. Je trouve que dans Game of Thrones, on n'a pas eu assez d'infos. Je trouve qu'il était mystérieux. Il y avait tout ce qui... C'était nickel. Tom Vlachia était excellentissime. Donc, je suis content qu'on le revoie. Il me semble qu'on l'avait vu dans la série Crossing Lines avec Donald Sutherland et Elizabeth Mitchell. Il me semble dans les premières saisons, il y avait eu Marc Lavoine qui jouait dans cette série franco-américaine. Et à un moment donné, il y avait Tom Vlachia qui jouait. Je trouve qu'il a du charisme, il a une vraie gueule d'acteur et on ne le voit pas assez. C'est vraiment un acteur qu'il faudrait voir dans des rôles principaux, dans des rôles de premier plan, parce que vraiment, il est très très bon. Cet acteur est très très bon. Déjà dans Game of Thrones, il a envoyé du lourd, mais là, ils l'ont bien choisi. Donc, cette relation Hooper-Enzo, c'est bien. Ça montre, voilà, malgré les conflits politiques, le fait qu'ils ne sont pas du tout du même contexte, du même... ouais, ils sont pas du tout du même pays et de la même éducation. Ils arrivent à franchir leurs préjugés patriotico-politiques. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis le combat contre le Démogorgon qui est impressionnant. Je regarde si j'ai rien oublié. Là, le combat contre le Démogorgon qui est assez impressionnant parce qu'il est extrêmement bien réalisé. Et on sent que durant ces 3 ans où on a attendu pour la saison 4, ils ont mis un soin tout particulier au niveau des effets spéciaux, des créatures. Et puis en plus, le combat est plutôt long. Hein, c'est pas juste une petite apparition de quelques secondes. Ils interagissent avec la créature. Il y a un vrai combat, c'est ultra violent. Ils meurent tous sauf les deux, Hooper et Enzo. Donc il y a beaucoup de sang, des mecs qui se font broyer le crâne, bouffer et tout, c'est chaud, vraiment cette saison est plus violente que les autres, mais il y a une tension de fou, un danger, et puis enfin Hooper qui retrouve Joyce, qui n'y croit pas dans les premières secondes, et qui finalement, voilà, il est touché, voilà, l'émotion est palpable. Pour l'instant, l'intrigue s'arrête là, probablement qu'on les reverra dans la dernière partie de saison, mais voilà, on est arrivé au terme de l'intrigue, ils se sont libérés, et c'est franchement un régal de retrouver Hooper et Joyce en même temps, donc probablement que Hooper va revenir à Hawkins. Qu'est-ce qui va advenir de Enzo? J'aimerais bien que ce soit un perso qu'on revoit par la suite, mais ça fait plaisir. Au niveau de l'humour maintenant, on a aussi le chantage de la petite sœur de Lucas, Angela, qui fait du chantage à son frère. Ça, j'ai bien apprécié. C'est encore une fois l'humour des gamins des années 80. Mais c'est un humour intelligent, c'est-à-dire que Lucas, Angela, la petite sœur, qui est une peste, mais qu'on adore détester depuis le tout début, elle lui dit si tu fais pas ce que je dis, je dirai à Dustin ce que tu caches sous ton lit. Alors on se doute que ça doit être genre des magazines Playboy Magazine ou des trucs comme ça, ou autre chose, mais voilà, c'est la peste par excellence qui fait chanter son grand frère. Et Dustin qui au milieu fait marcher Lucas, j'adore ce genre d'humour à condition que ce soit dosé, et c'est dosé. On arrive donc maintenant à quelque chose de plus sérieux, c'est le but de Vecna. Le but de Vecna, c'est d'ouvrir des portails depuis le monde à l'envers, dans notre monde, d'ouvrir des portails pour préparer l'arrivée du flagelleur mental, puisqu'on apprend que le flagelleur mental est le grand ennemi, que le Démogorgon était un lieutenant, tout comme Vecna est un lieutenant du flagelleur mental, qui vient pour essayer d'envahir notre monde. Et donc Vecna, à travers les victimes qu'il a fait durant les 4 ou 5 premiers épisodes, il avait pour but d'ouvrir des portails dans l'espace-temps entre le monde à l'envers et Hawkins. Donc les morts avaient un but. Le monde à l'envers, il appartient au passé, en fait, ils sont dans le passé, et ça ils vont s'en apercevoir, c'est Nancy qui va s'en apercevoir lorsqu'ils vont revenir dans leur maison. Ils sont en 1983, 3 ans avant les événements présents, donc on a des flashbacks sur des scènes des précédents épisodes, et ils arrivent à communiquer de la même manière que Joyce communiquait, il me semble, avec Will dans la première saison avec les ampoules.
Là, ils arrivent, donc le groupe de Steve, Nancy, Robin et Eddie arrivent à communiquer avec Dustin, Lucas, Angela et Maxine. Ils arrivent à communiquer par l'électricité, par les lumières, de manière très intelligente. Ça, c'est passionnant, j'ai trouvé. Et puis, ils arrivent à communiquer dans le temps. Et puis, jusqu'au moment où ils vont où ils vont rejoindre un autre portail. Donc, ils vont passer de la maison des Wheeler à la maison de Eddie, là où il y a eu le premier meurtre dans le premier épisode, où il y a un autre portail. Donc, on n'oublie pas, ces personnages sont dans le passé. Notre groupe à Hawkins est dans le présent. Et il va y avoir cette brèche, ce portail, avec Dustin qui va faire une sorte de corde avec des draps pour passer du monde à l'envers à notre monde à nous. Donc non seulement ils vont inverser la gravité, mais ils vont aussi inverser le temps en fait. En fait, ils vont passer de 1983 à 1986 à travers une corde qui relie et qui inverse la gravité. Et ça, c'est très passionnant hein. Au niveau de la SF, là, on est sur de la vraie science-fiction, en plus de l'aspect horrifique fantastique. Donc c'est vraiment très ingénieux, le fait de faire du Morse en SOS avec les lumières. Alors même si encore une fois on avait ça dans la première saison avec les ampoules chez Joyce, mais je trouve que c'est bien réalisé. Et on a le discours, je regarde un petit peu, donc ça, comme je vous ai dit, quand ils se déplacent de la maison des Wheeler jusqu'à la maison de Eddie, enfin ou plutôt de l'oncle de Eddie, ils le font en vélo. Et dans notre monde à nous, pareil, de la maison des Wheeler à la maison de Eddie, le groupe de Dustin le font en vélo. Donc c'est un effet miroir. Et ça, ce groupe à vélo, c'est directement une référence à ça de Stephen King avec le groupe des ratés qui était tout le temps en vélo. Encore plus avec les adaptations qu'on a eues de Andrés Muschietti récemment, avec d'ailleurs Finn Wolfhard de Stranger Things qui faisait le rôle de, je me souviens plus, mais un perso. Donc là, c'est clairement une référence évidente, mais ça, je pense que vous l'aurez tous deviné. Il y a même des références qui, moi, m'ont échappé et qui vous auront probablement pas échappé. Hein. Plusieurs références à Freddy Krueger dans les différents épisodes, que ce soit Robert Englund, que ce soit le piano et beaucoup d'autres choses. Donc ensuite, je regarde le Démogorgon, les retrouvailles Joyce Hooper, la révélation 001. Donc oui, on a le discours très convaincant et je me suis laissé piéger au premier visionnage, forcément, je ne le savais pas. Le discours très convaincant du gardien euh, qui veut aider Eleven. Et de la manière dont il lui parle, il lui dit je crois en toi, le docteur Brenner est en train de te manipuler, moi je veux te libérer, je crois en toi, contrairement aux autres qui veulent t'humilier. Ce discours est très convaincant et je trouve que Jamie Campbell Bower, qui fait le gardien, dont on va s'apercevoir de la véritable identité, je trouve qu'il joue très bien. Et petit mot sur Jamie Campbell Bower, il devait jouer un personnage principal dans le premier spin-off de Game of Thrones, The Long Night, sur donc la longue nuit, qui devait nous révéler plusieurs milliers d'années avant les origines du roi de la nuit et tout ce genre. Spin-off où il y avait Naomi Watts dans le rôle principal, qui a été annulé au profit de House of the Dragon qui sortira et dont vous verrez, je vous ferai des annonces prochainement sur la chaîne parce que pour tout ce qui est House of the Dragon et Seigneur des Anneaux, il y aura des semaines, enfin ça va être une période très spéciale avec beaucoup de live chaque semaine. Bref, mais Jamie Campbell Bower, donc, qui ici fait en fait 001, c'est-à-dire numéro 1, et en même temps le gardien du laboratoire de Hawkins, lui, il devait être dans ce spin-off de Game of Thrones. Et je trouve qu'il joue très bien, en particulier dans le dernier quart d'heure où là il se révèle totalement, mais je vais y venir dans quelques secondes. Donc la révélation, bah justement la révélation 001, on apprend, mais ça au détour d'un autre épisode précédent, il avait dit c'est 001, moi je sais ce qui lui est arrivé, moi j'avais compris direct que c'était lui, numéro 1. Sauf que là, on va apprendre qu'en fait, on va apprendre que c'est plus que ça. Il est plus que le numéro 1. Mais j'arrive dans quelques secondes sur sa véritable identité. On va avoir Nancy qui va être piégée au moment de rebasculer dans notre monde à nous. Elle va être piégée dans l'esprit de Vecna.
parce que il se sert des traumatismes des personnages, et elle n'a pas encore surmonté son traumatisme de la mort de Barbara en saison 1. D'ailleurs, on va revivre la scène de la mort de Barbara, où on va voir le cadavre de Barbara et le même décor où elle avait disparu, où elle était morte, mais le décor cette fois-ci dans le monde à l'envers, et Nancy va être témoin de la révélation finale, enfin la révélation la plus importante qu'on ait eue dans Stranger Things jusqu'à présent. Et c'est les 15 dernières minutes avec, on commence ce décor où elle sort, elle sort du terrain vague où il y a le cadavre de Barbara pour arriver dans la maison de Victor Krill. Et là, c'est un décor infernal qu'on a vu dans les précédents épisodes, mais là c'est un décor infernal, pilier avec des corps enchevêtrés, l'horloge qui flotte dans l'air, le ciel rouge. C'est des débris, des cris de douleur, on entend des cris de personnes, des cris de supplication, de torture et tout. Là, on est, honnêtement, je vous le dis, on est sur Diablo 1 et 2 de Blizzard. Pour ceux qui ont joué au Diablo 1 et 2, j'avais vraiment l'impression d'être dans un décor de Diablo avec des cadavres, des squelettes qui sont enchevêtrés sur des piliers. C'est de la folie. Ce décor est fou. On a rarement vu ça. Et donc la petite pique, je suis obligé, parce que Marvel, on nous a dit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans le multivers de la folie, où ça va être horrifique. Au final, moi, j'ai bien aimé le film, mais j'ai quand même été déçu. Marvel, vous imaginez si le film... Alors, Sam Raimi a apporté des bonnes choses, mais vous imaginez si on avait eu un film sur le multivers de la folie, par les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, qui ici d'ailleurs réalisent l'épisode. Vous imaginez si c'était les frères Duffer qui réalisaient un Marvel, à qui on donnait les pleins pouvoirs, on leur dit, écoute, tant que c'est cohérent au niveau du scénar du reste du MCU, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, on vous donne le budget, vous faites ce que vous voulez. Vous imaginez ce qu'ils auraient fait en Marvel, eux? Ah là, ça aurait été, ok, ça aurait été du fond vert, mais ça aurait pas été dans le même moule que tous les films Marvel qui nous sortent tous les 3 mois. Là, ça aurait été quelque chose d'audacieux. Et donc ces 15 dernières minutes, c'est là où on arrive et où on comprend que le gardien de prison, après d'ailleurs que Eleven, qui a été trompé par ce gardien de prison qui se fait passer pour son ami, pour soi-disant la libérer, après qu'il lui ait demandé de lui enlever le traceur qu'il a dans le cou, bah, il est libre. Et là, on comprend que en fait, c'est lui l'auteur du massacre du labo de Hawkins, c'est lui 001 qui va tuer tous ses frères et sœurs. Et on comprend aussi, et on va le revivre, on va revivre ses souvenirs à lui, c'est le fils de Victor Krill, donc Robert Englund, le soi-disant psychopathe qui a été accusé à tort. C'est lui donc qui a tué sa mère et sa petite sœur, qui a fait en sorte que son père soit mis en prison, et c'est le premier dans l'univers de Stranger Things, jusqu'à présent, peut-être qu'on aura d'autres révélations dans les prochains épisodes, mais c'est le premier à avoir des super pouvoirs télékinésiques, et c'est lui qui va être le premier de l'expérience de Martin Brenner, et c'est d'après ses pouvoirs à lui que Martin Brenner va mettre au monde les autres enfants jusqu'à Eleven, et donc Eleven est la petite sœur en fait de celui-là, de numéro 1, donc le fils de Victor Krill. Elle c'est la petite sœur, mais la petite sœur génétique, parce qu'en fait elle a une partie de son ADN et de ses pouvoirs, puisque Martin Brenner a voulu recréer ses pouvoirs parce qu'il était terrifié à l'idée que personne ne puisse le contrôler, et on comprend bien. Et donc arrive le discours de numéro 1 en fait, sur la musique de Philip Glass. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est plus que pertinent le choix. Philip Glass, un petit mot et sur cette musique, pour que je vous resitue le contexte. Cette musique, elle s'appelle Truth, Ego and Prophecies, et on l'entend dans Watchmen de Zack Snyder, qui pour moi est le meilleur film de super-héros qu'on ait jamais fait, de tous les temps, Marvel, DC Comics confondus. Après c'est un goût personnel, mais pour moi on n'a pas fait mieux que Watchmen. C'est ce morceau que l'on entend quand on a l'histoire du docteur Manhattan qui se désintègre et qui ensuite se réassemble pour devenir docteur Manhattan, un être divin, cosmique, qui a tout pouvoir. Et il y a aussi cette histoire d'horloge de l'apocalypse, l'horloge de la fin du monde dans Watchmen. Et le docteur Manhattan
clairement, il a les pouvoirs d'anéantir l'humanité. Voilà, donc, puisque c'est un homme atomique, c'est un homme nucléaire, il a les pouvoirs d'anéantir l'humanité, et donc ça fait avancer l'horloge de l'Apocalypse, horloge qui existe vraiment, qui a été créée par des scientifiques, et qui base son heure, c'est une heure fictive, mais elle base son heure, cette horloge, l'horloge de la fin du monde ou l'horloge de l'Apocalypse, elle base ça sur les différents conflits et les différentes menaces qui sont nées au XXe siècle. Alors c'est une horloge, il me semble, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, et à chaque fois on avance l'aiguille lorsqu'il y a une menace planétaire, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la menace nucléaire, ou tout le reste, et plus on approche de minuit, plus on approche de la fin du monde. Et je crois que il me semble, pour avoir regardé récemment, l'horloge, on est à 23h59 ou 23h58, un truc comme ça. Et c'est régulièrement mis à jour. Parfois, les scientifiques, des vrais scientifiques, je vous parle de la réalité là, je vous parle pas de fiction, parce que c'est une horloge qui existe vraiment. Les scientifiques soit reculent l'aiguille quand ça va mieux au niveau mondial, soit avancent, sachant que minuit, c'est la fin du monde. Donc, tant qu'il y aura des armes nucléaires, tant qu'il y aura la menace nucléaire, tant qu'il y aura la menace du réchauffement climatique, tant qu'il y aura des menaces comme ça qui touchent le monde entier, des virus, des épidémies, tout ça, ça augmente, ça fait avancer l'horloge de la fin du monde. Et donc, Watchmen, on a cette musique de Philip Glass qui est dans ce morceau qui s'appelle Prut Ego ou Igo and Prophecies, qui est juste un chef-d'œuvre. Ce morceau de musique est un chef-d'œuvre absolu. Ça fait musique de fin du monde, ça fait musique apocalyptique. Il me semble que c'est à l'orgue ou au synthétiseur, mais ça fait vraiment musique d'église avec des chœurs. Et cette musique, elle a été créée initialement pour un film documentaire qui d'ailleurs est disponible sur YouTube gratuitement, qui est sorti en 82 et qui s'appelle Koyaanisqatsi, et qui était un film où on parlait pas et où on nous montrait plein d'images du monde entier sur le temps qui se déroule, sur des villes qui sont effondrées, d'autres, la vie qui passe, des bâtiments qui sont détruits, et ça a amené le spectateur à avoir un regard sur le monde entier, sur à la fois le temps qui passe, la destruction, la construction, la création, et ça se basait en partie sur des prophéties. Je ne pourrais pas vous rentrer dans le détail pour cette vidéo, mais sachez que je vais regarder le documentaire en entier, il doit durer 1h30, je crois 1h28, je le regarderai, je prendrai beaucoup de notes. Probable que je fasse un live dessus, un de ces quatre. C'est pas pour tout de suite parce que ça va me demander beaucoup de boulot, parce que c'est quelque chose de très à la fois psychologique, mais surtout libre d'interprétation. C'est d'ailleurs le réalisateur, il voulait que ce soit un documentaire libre d'interprétation, mais on sent que il y a quelque chose de fin du monde, d'apocalypse dans ce documentaire. Koyaanisqatsi, ça s'appelle. Vous regarderez Koyaanisqatsi. Bon, vous regarderez sur YouTube, vous cherchez ou sur Google. De toute façon, vous tapez Philip Glass, Prut, P-R-U-I-T, Igo, I-G-O-E, and Prophecies, donc les prophéties en anglais au pluriel, et vous tomberez sur ce morceau, et ils vous diront, que ce soit sur YouTube ou sur Google, que c'est issu du film documentaire Koyaanisqatsi. Et tout ça nous amène à une ambiance d'apocalypse, de fin du monde, et on va avoir ce discours de 001, donc de numéro 1, ce discours d'apocalypse où on sent que ce jeune, il déteste l'humanité, c'est un psychopathe, et il a envie d'anéantir l'humanité et de la reformer selon son bon vouloir, et c'est ce qu'il va proposer à Eleven, de se joindre à lui pour pouvoir détruire l'humanité et en même temps la remodeler à leur image. Donc en fait, c'est quelque chose de diabolique là-dedans, il y a quelque chose de mégalomane, le mec est tout simplement, il y a quelque chose d'un ange déchu qui veut refaire le monde à son image et qui essaie de tromper avec du mensonge, un petit peu à la manière du diable avec Adam et Ève, qui veut refaire le monde et que les gens l'adorent, et du coup, pour le coup, il va tromper le premier couple humain. Je vous parle de ça, du récit biblique, peu importe que vous soyez croyant ou pas. Et donc, il y a quelque chose de très religieux là-dedans. J'ai adoré ce passage, et Eleven, elle va pas vouloir le rejoindre, et là elle va lui infliger une PLS carrément, elle va avec ses pouvoirs le soumettre, elle va comment dire ça,
ouais, elle va le défoncer en fait. Et lui, on a vu que c'est lui qui avait tué tous les élèves, enfin tous les petits enfants et tout, et la manière dont il les avait tués, ça nous rappelle les meurtres de Vecna. Et en réalité, c'est Vecna. Numéro un, c'est Vecna, le tueur, le démon que l'on a dans le monde à l'envers, qui se fait passer pour un démon en fait, mais en réalité c'est pas un démon, c'est un humain, c'est numéro un. Et comment il devient Vecna? Ben, c'est dans son affrontement avec 11, où il perd son affrontement, il était quand même prêt à la tuer, sauf que elle a puisé de la force dans des souvenirs bienveillants, notamment sa mère qu'il aimait lorsqu'elle l'a mise au monde. Lui, il plonge son pouvoir dans des souvenirs douloureux, elle décide de plonger, de prendre sa force dans des souvenirs qui lui font du bien, et c'est comme ça qu'elle prend le dessus sur numéro un, et qu'elle le désintègre, et elle le désintègre d'une telle puissance qu'elle arrive à ouvrir une brèche dans l'espace-temps, et elle l'envoie dans l'espace-temps, et donc elle l'envoie dans le monde à l'envers, et on va le voir se faire désintégrer, brûler petit à petit, et prendre l'apparence qu'il a, l'apparence de Vecna. Donc c'est comme ça que naît Vecna, il est né de sa défaite contre Eleven, au tout début, en 79, après le massacre du laboratoire de Hawkins, donc bien avant la saison 1. Et il arrive dans le monde à l'envers, mais on sait que dans le monde à l'envers, il y avait déjà le flagelleur mental, et donc on devrait en apprendre plus dans les 2 derniers épisodes de cette saison 4, et ensuite il y aura la saison 5 qui devrait conclure toutes les intrigues ouvertes depuis le début de la série. Donc c'est passionnant, on est sur quelque chose d'apocalyptique, sur du discours à la fois religieux et diabolique, on est sur un affrontement entre le bien et le mal, c'est épique, j'ai adoré cet épisode, j'ai hâte d'être au 1er juillet pour avoir les réponses finales de cette saison avec l'épisode 8 et 9, et je vous ferai une vidéo pour chacun des 2 épisodes, parce qu'à mon avis il va y avoir énormément de choses à dire, sachant qu'ils vont faire la durée d'un film, je crois que l'épisode 8 durera 1h30, et l'épisode 9 va durer plus de 2 heures. Autant vous dire que ce seront des véritables films avec un véritable budget au niveau des effets spéciaux moi, honnêtement, je trouve ça impressionnant, j'ai jamais vu ça en série. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à compléter mon analyse, ma critique dans les commentaires, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, si vous avez des théories pour la suite. Ça m'a fait ça m'a fait vraiment très plaisir d'en parler dans plusieurs vidéos. Mais vous voyez, si je fais le cumul des 3 vidéos, ça fait presque 1h30. Je ne pouvais pas faire une vidéo de 20 minutes pour juste la saison 4. Si ça aurait été survolé, on va dire... ça aurait été survolé en fait. Je n'aurais pas rentré en profondeur et ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment faire quelque chose de nuancé avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et rentrer un petit peu plus en détail sur différentes scènes. Donc voilà, vous avez 3 vidéos. Épisode 1 à 3, épisode 4 à 6, épisode 7. Et on se retrouve pour du Stranger Things le 1er juillet. En attendant, on se retrouve pour beaucoup d'autres vidéos. Passez une bonne semaine à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.